Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette interview pour la semaine de la recherche. Aujourd'hui nous sommes en compagnie d'Aurore Reynaud. Bonjour Aurore. Bonjour. Aurore, tu débutes tes études à l'école d'architecture Saint-Luc à Liège de 2008 à 2010, puis tu entres à l'ENSA Clermont-Ferrand où tu obtiens ta licence. Ensuite, tu fais le choix d'effectuer ton master au sein de l'ENSA Paris-Val-de-Seine et tu obtiens ton mémoire avec la mention recherche en 2013. En 2015, toujours à l'ENSA Paris-Val-de-Seine, tu débutes un doctorat au sein du laboratoire LAVU en convention industrielle de formation par la recherche, CIFRE, avec l'agence Paul Chemetov jusqu'en 2018. Depuis, tu participes grandement à la valorisation et la diffusion de la recherche. En 2016, tu deviens membre du bureau de l'association des doctorants CIFRE en sciences humaines et sociales. Et la même année, tu intègres le groupe de travail 100 doctorants dans les agences d'architecture à l'horizon 2020 au sein du ministère de la Culture et de la Communication. Tu publies un article intitulé « Ma thèse en agence d'architecture » au sein de la revue AMC en 2017. Puis, tu participes à l'élaboration du doctorat en CIFRE en 2018. Les deux contributions ayant pour finalité la promotion de la recherche dans le cadre de la pratique. Tu es également investi au sein de ton école, donc l'ENSA Paris-Val-de-Seine, en tant qu'élu au conseil d'administration, et également enseignante contractuelle à l'université Paris-Est-Créteil à la faculté de droit. Et depuis, tu enseignes également à l'ENSA Paris-La Villette. Donc, pour commencer, pour beaucoup d'étudiants, notamment au sein du premier et du second cycle, il subsiste des difficultés à saisir les enjeux et les rôles des laboratoires de recherche au sein de leur école. Afin d'introduire ce sujet, est-ce que tu pourrais nous éclaircir sur la place de ces laboratoires de recherche, comment fonctionne un laboratoire et quels sont selon toi les enjeux de la recherche actuellement en architecture ? Alors, comment fonctionne un laboratoire ? Un laboratoire, il fonctionne avec des chercheurs, évidemment. Vous avez souvent en cours, donc souvent en sociologie, en histoire de l'architecture, et parfois même en projet. Ce qu'on aimerait avoir davantage, c'est des enseignants de projet, enfin, pour ma part, qui font de la recherche et qui font des thèses. Mais un laboratoire, c'est surtout des doctorants, donc c'est des jeunes diplômés. Il faut savoir qu'en laboratoire d'architecture, on a des doctorants en architecture, mais vraiment pas uniquement. Ici, par exemple, au Centre de recherche sur l'habitat, vous avez beaucoup de doctorants en sociologie, en urbanisme, en paysagisme. Des doctorants qui ont des doubles formations, parfois architectes, sociologues, architectes, urbanistes. Et des étudiants qui font des thèses, donc en CIFRE, comme j'ai fait, on y reviendra, et avec des partenariats avec des universités, des LABEX, des fondations privées, des choses comme ça. Donc ça amène aussi, je pense, le monde du travail dans l'école par un autre biais. Et l'importance aussi que les laboratoires soient dans les écoles, ça permet aux doctorants comme nous de pouvoir directement se former avec vous et auprès de vous. On apprend aussi à être des enseignants, donc on va encadrer les TD, on va encadrer les semaines intensives, les choses comme ça, pour potentiellement plus tard avoir des postes de titulaires. Donc vous apprenez de nous et on apprend de vous. Et c'est pour ça qu'il est essentiel que les laboratoires restent dans les écoles d'architecture, parce qu'il y a certaines écoles qui souhaiteraient un peu les mettre dans d'autres locaux, dans d'autres bâtiments. Et la recherche, c'est le troisième cycle, il doit faire partie de l'école d'architecture. Il y a d'autres pays où la recherche est intégrée beaucoup plus tôt dans les cursus. Par exemple, cette école ici, ils veulent nous déménager à Charenton. C'est un peu pour ça que je dis ça aussi. Et je trouve que si l'école n'est plus, enfin si le labo est plus dans l'école, on perd tout en fait. Nous, on a besoin d'être au contact des étudiants. Déjà que je trouve qu'on est complètement mis à part. C'est important que ça reste dans les écoles et qu'ils nous voient. Mais par exemple, en termes de temporalité dans les laboratoires de recherche, est-ce qu'il y a des personnes qui sont présentes toute la journée ? Est-ce que c'est également toute la semaine ? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui sont là de temps en temps ? Les chercheurs, vous avez des chercheurs qui sont donc enseignants ici, à l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine, souvent dans d'autres écoles aussi, ou à l'université, et qui travaillent sur des programmes de recherche. Donc ils sont parfois au ministère, parfois sur des réunions, comme moi j'ai travaillé sur les 100 doctorants. Voilà, ils travaillent sur des programmes de recherche qu'on a ou gagnés par des espèces de concours entre guillemets, ou alors des appels à projets pour lesquels on est venu chercher le laboratoire. Ça c'est pour les chercheurs globalement. Aussi, ils encadrent des thèses. Quand on a 8-9 thèses encadrées, ça prend beaucoup de temps. Les doctorants, c'est très variable. Les doctorants en CIFRE, qui vont être moitié du temps en laboratoire, moitié du temps en entreprise, en général, un peu plus là sur la rédaction. Et après, vous avez des doctorants qui sont financés par l'université de rattachement, par le ministère de la Culture, qui vont être plus présents ici et qui auront, dès le départ, des heures de cours réservées pour eux.
Moi, je sais qu'en tant que CIFRE, j'ai dû moi-même trouver mes heures de cours, en fait, en demandant à mes collègues s'il y avait des gens qui avaient besoin de vacations, de choses comme ça. Donc, en fait, ça tourne énormément. On n'est jamais tout le temps là, mais il y a toujours quelqu'un quand même. Voilà. En fait, on doit être multitâche. Globalement, on enseigne, on pratique, on fait de la recherche. On remarque parfois une incompréhension face à l'existence de la recherche au sein d'une discipline dont l'enseignement le plus plébiscité et reconnu, c'est l'atelier, et qui se veut comme une réinterprétation de l'agence. Donc pourquoi la présence de la recherche est-elle nécessaire dans les filières de l'architecture et du paysage, selon toi ? Alors, la question du projet d'architecture et de la recherche, c'est une question qui a 10 ans. Même dans le cadre de la thèse, il y a beaucoup d'enseignants qui estiment que le projet n'est pas de la recherche. Donc il y a plutôt 2 écoles et on tend quand même à prouver que le projet peut être un sujet de recherche. La deuxième chose sur laquelle on peut s'interroger, c'est qu'il y a beaucoup de pays, je pense notamment au Royaume-Uni, où on a dans les grosses agences des cellules R&D au sein de l'agence. Vous en avez aujourd'hui en France, AREP, qui a montré une grosse structure R&D il y a, il me semble, 1 an et demi, d'autres agences qui sont en train de suivre le pas. Et si aujourd'hui vous ouvrez les candidatures principalement de marché public, on demande de la recherche dans les projets. Par exemple, les tours nuages, il fallait un laboratoire de recherche. Donc on tend à avoir quand même 2 milieux qui se rapprochent. Et moi, j'aime à penser qu'intégrer la recherche dans du projet, c'est pour faire mieux. C'est pour intégrer des sociologues, des anthropologues, des historiens qui vont faire des recherches plus approfondies sur les sites. Moi, je travaille sur les sites occupés et je pense que c'est essentiel de comprendre le vivant avant d'intervenir dessus. Donc je pense que demain, on aura des chercheurs en entreprise, ce qui existe déjà, et puis on aura des chercheurs architectes aussi, qui iront plus loin sur certains projets. Ton mémoire, tu l'as obtenu avec la mention recherche. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots un petit peu ce que c'est, ce que ça signifie ? Alors, je pense que j'étais dans les années où on a, entre guillemets, essuyé des plâtres sur la mention recherche. Je pense que je suis dans les premières années de mention recherche. La semaine dernière, vous avez une doctorante qui a soutenu, c'est la première doctorante mention recherche de Val-de-Seine qui a soutenu la semaine dernière. Moi, j'avais choisi de faire une mention recherche dès la licence. C'est aussi pour ça que je suis venue à Paris-Val-de-Seine, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de laboratoire à Clermont-Ferrand. Maintenant, il y en a un, il n'y en avait pas à l'époque. La mention recherche, à l'époque, on ne savait pas trop si, ce qui est encore en débat, il me semble, si le PFE devait avoir un rapport avec le mémoire ou pas forcément. Nous, on avait fait le choix que oui. Et je pense que comme un étudiant en architecture, c'est important de toujours prévoir un peu à l'avance ce qu'on veut faire. Et moi, pour mon jury de PFE, j'avais choisi d'inviter à l'époque Véronique Biot, directrice du CRH, et Yankel Fijakov, donc chercheur habilité à diriger les recherches, qui est aujourd'hui mon directeur de thèse. Donc j'avais prévu ça. J'ai fait la mention recherche en 1 an. Je pense que c'est un peu court, 1 an pour une mention recherche. Mais j'avais pas trop le choix. C'était un groupe de projet qui n'existait que pour 1 année. Et ça a été vraiment la prémisse de la suite de mes recherches. Moi, j'ai travaillé sur ma mention recherche sur comment habiter le Corbusier, sans vraiment parler du Corbusier, en parlant vraiment des habitants. Je viens proche de Firminy, et je montrais un peu l'envers du décor, du logement social, pas du logement comme à Marseille, de la complexité d'habiter un monument historique, avec beaucoup de passages, et très peu adapté à la vie contemporaine. Et après, je suis partie sur les questions de patrimoine du XXe siècle. Donc je pense que c'est une continuité, rapport de licence, mémoire, thèse. Et souvent, vous oubliez les étudiants, il faut toujours faire avec ce qu'on a fait. Il ne faut pas vouloir reprendre des sujets. Et donc comment, suite à l'obtention de ton diplôme et de cette mention recherche, t'es-tu dirigée vers le doctorat ? Alors, un doctorat, c'est aussi un financement. Donc vous sortez de 5 ans, souvent 6 ans d'études. Vous partez pour théoriquement 3 ans de recherche. La moyenne en sciences humaines, on est plus sur 5 ans. Il faut faire très attention, les thèses en sciences humaines, c'est par contre très différent des thèses d'exercice en médecine. On est sur une moyenne de 300-400 pages, avec beaucoup d'entretiens, beaucoup de recherche-action. On a besoin d'une maturité du projet. Et du coup, alors moi j'ai eu en PFE une personne qui s'appelait Antonella Mastroelli qui m'a encadrée pour mon mémoire et qui est habilitée à diriger les recherches, qui était donc docteur. Pendant que j'ai travaillé avec elle, c'était très intéressant d'avoir une personne qui faisait de la recherche et de l'architecture. Elle était enceinte.
Et je n'ai pas pu l'avoir pour la fin de mon mémoire recherche. Et donc, c'est mon directeur de PFE qui préparait une thèse avec Antonella Mastroianni, donc c'était aussi son élève, qui m'a dit je vais t'encadrer jusqu'à la fin en mention recherche. Et par la suite, il m'a aidé à trouver des financements. J'avais un premier financement avec un bailleur public qui devait normalement se faire et qui, au dernier moment, alors que j'étais inscrite à l'université, ne s'est pas fait. Et François Gruson, donc mon co-directeur, et Yankel Fijakov m'ont aidé pendant quasiment 1 an à trouver un financement. Et je pense que j'ai fait une des premières CIFRE en PME en architecture. Et donc, je l'ai fait chez Paul Chemetov. Et je pense que je vous expliquerai à la question 10 comment s'est fait la thèse chez Paul Chemetov. D'accord. Et donc toi, tu effectues un doctorat dit en CIFRE. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est ce procédé, ce qu'il permet, et quelles sont les spécificités de ce cadre par rapport au cadre uniquement en laboratoire ? Alors la CIFRE, c'est la Convention industrielle de formation par la recherche. C'est un système de doctorat qui est issu des sciences dures principalement, donc pharmaceutique, ce genre de choses, et qui permet en fait un financement d'une entreprise privée en partenariat avec un laboratoire public. L'entreprise, il faut savoir que, là je vais être très honnête, l'entreprise a beaucoup d'avantages fiscaux par rapport à ce type de contrat, avec des crédits impôt recherche et une aide, il me semble, mensuelle de la NRT. Donc c'est pour ça que je trouve important aussi qu'aujourd'hui l'entreprise d'architecture le fasse, parce que très peu le font et ça bénéficie beaucoup aux grosses structures et très peu aux petites, alors que c'est très intéressant de faire de la recherche par ce biais-là. La CIFRE, c'est permettre, je pense, à un étudiant en architecture qui sort de l'école, qui a envie de faire de la pratique, de pouvoir allier pratique et recherche. On est un métier, si on fait 4 ans sans toucher un logiciel, sans aller sur un chantier, on peut perdre en compétences. Là, ça permet d'allier les deux, d'avoir aussi potentiellement une première expérience professionnelle. On n'est pas comme un historien qui va gagner en compétences en faisant une thèse et 4 ans de recherche. Donc c'est pour ça que moi je pense que pour des jeunes praticiens qui veulent continuer la pratique, potentiellement enseigner et faire de la recherche, la CIFRE c'est une très bonne chose en architecture. Ça permet de faire les deux et aussi ça permet d'avoir un financement et un premier salaire. Le minimum c'est 1 500 € net pour un doctorant en CIFRE. Après l'agence peut donner plus, peut donner des compléments de matériel, d'ouvrage, ce genre de choses. Mais en sortant de l'école c'est déjà une base raisonnable, je trouve. Alors, depuis quelques temps, on a le même principe que les sciences dures. Vous avez sur la NRT des propositions de contrats CIFRE d'entreprise. Dans le secteur sciences dures, ça se fait comme ça. Des entreprises proposent des sujets, les doctorants répondent, on sélectionne un dossier et il va être pendant 3 ans en entreprise. Pour ma part, j'ai choisi mon sujet, j'ai monté mon sujet et j'ai fait des allers-retours entre mon directeur de thèse et l'entreprise pour trouver un sujet qui m'intéressait moi et qui intéressait l'entreprise. C'est un petit peu plus long, c'est un petit peu compliqué, mais je pense que ça vaut le coup parce qu'on travaille du coup pendant quelques années sur un sujet qui nous intéresse. Mais les deux sont des bonnes solutions. Parfois, il y a des sujets qui sont pas très loin de ce sur quoi on veut travailler. Il y a aussi parfois des CIFRE qui sont proposés par, il me semble, la mairie de Paris avec d'autres systèmes parce que les collectivités n'ont pas les mêmes aides au niveau des crédits impôt recherche. Voilà, vous pouvez trouver en fait des types de montages qui se rapprochent énormément de la CIFRE avec des collectivités. Il me semble qu'on peut monter aussi une CIFRE entre 2 entreprises pour les questions financières ou si on a besoin de plus de matériaux de recherche aussi. Mais il faut savoir que pour monter un dossier CIFRE, moi je pense qu'il faut prévoir 1 an après son diplôme. Pour plusieurs raisons, il faut avoir un sujet. On ne s'inscrit pas en thèse comme on s'inscrit en école d'archi. Le sujet doit être validé par l'école doctorale et l'université. Donc il faut un sujet qui tient la route. Il faut un directeur de recherche, donc habilité à diriger les recherches. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a très peu en archi parce que la thèse est plutôt récente. Donc il faut quelqu'un de disponible sur votre sujet, qui accepte votre sujet. Et moi, je conseille à tout le monde de ne pas partir sans financement. Sans financement, vous allez travailler à côté. Enfin, ça va être extrêmement compliqué. Donc il vaut mieux prendre un peu plus de temps, travailler en agence, trouver un financement, partir sur des bases solides avec un bon sujet, plutôt que passer 5 ou 6 ans à travailler à droite, à gauche et finir par rendre en fait. C'est ce qui peut arriver, c'est ce qui arrive. Et maintenant, il y a des écoles d'archi et d'universités qui n'acceptent pas les doctorants sans financement, ce qui est discutable, mais qui est peut-être bien pour le doctorant aussi. D'accord.
Donc toi, tu es très investi dans la promotion de la recherche, et notamment de la recherche en CIFRE. Donc tu avais intégré l'ADCIFRE SHS. Pourrais-tu nous présenter par tes propres mots les missions et les objectifs de cette association ? Alors, quand j'ai commencé ma thèse en sciences humaines, il n'y avait pas vraiment d'association. Enfin, à part ADCIFRE, il n'y a pas d'endroit où on peut vraiment poser des questions. Pour moi, la NRT, c'est un peu une boîte noire, donc ceux qui nous financent, à qui on envoie les dossiers, où on n'a pas toujours des réponses, où les réponses ne sont pas forcément adaptées justement aux sciences humaines. Par exemple, quand vous signez votre convention, on vous parle de brevet. Un brevet en sciences humaines, c'est plutôt rare. Donc c'est pas toujours adapté. Donc cette association a été montée, donc je ne saurais plus vous dire dans quelle année, mais il me semble 4 ou 5 ans avant que j'y arrive dedans. Justement pour répondre aux questions des doctorants en sciences humaines, pour qu'ils se sentent moins isolés. À Paris, on n'est pas vraiment isolés parce qu'il y a beaucoup de laboratoires, on est beaucoup de doctorants, mais il y a des villes où ils sont très peu nombreux dans leurs laboratoires, donc ils peuvent du coup se connaître entre différentes matières, thématiques, pareil, sociologie, histoire, informatique, on avait vraiment tout, même du STAPS, on avait vraiment de tout. Parler des problèmes qu'ils ont rencontrés, de leur expérience. Je pense que l'expérience, c'est ce qu'on a de plus précieux sur tout ce qu'on a dû faire, les démarches, les choses comme ça. On se donne un peu des tuyaux. Et puis c'est vrai aussi que des fois, on allait juste boire un verre pour voir où on en était, comme une asso étudiante, je pense, pour un peu décompresser. Le seul problème, c'est vrai que c'est une association qui doit exister. Mais le problème, c'est qu'on a beaucoup de gens qui viennent quand ils ont des problèmes, et c'est normal, et qui ont besoin d'en parler, qui ont besoin de trouver des solutions. Faire une thèse en entreprise, c'est un peu une double charge de travail. En agence d'architecture, ça peut être compliqué, parce qu'on sait qu'il y a déjà beaucoup d'heures de travail, c'est quelque chose de nouveau. Les patrons ne comprennent pas forcément ce qu'on doit faire, nos collègues aussi. Donc il faut faire extrêmement attention à ne pas se retrouver à faire des semaines de 60-70 heures. Et c'est vrai que l'association permettait de savoir comment dialoguer avec notre patron, comment voir avec le laboratoire s'il fallait intervenir. Il y a des chiffres qui se finissent très très mal. Ça finit au prud'homme, enfin voilà, faut le savoir ça. Mais ça peut aussi extrêmement bien se passer. On a de tout. Et ça permet d'échanger là-dessus. Au cours de cet investissement dans cette association, tu as été en contact avec des doctorants issus de filières et d'établissements différents, comme tu l'as mentionné, et plus particulièrement du milieu universitaire. Avec ces interactions, est-ce que tu as pu constater des disparités entre la recherche universitaire et la recherche en école d'architecture ? Alors, ce qui est étonnant, c'est que techniquement, je suis inscrite en université. Alors, la recherche en architecture, je pense que ce serait intéressant que je fasse passer un petit organigramme. On est rattaché à l'université de notre directeur de thèse. Donc demain, s'il change d'université, moi je change. Moi, mon directeur n'est pas architecte, parce qu'à l'époque, je n'ai pas trouvé d'architecte sur mon sujet disponible, HDR. Donc j'ai un HDR en sociologie et j'ai un co-directeur, docteur en architecture et architecte. Donc moi, je dépends de la fac de Nanterre, où je vais uniquement m'inscrire. Parce que vu qu'ils ne délivrent pas le diplôme d'architecte, il n'y a pas vraiment de formation pour moi là-bas, hormis une ou deux sur quelques logiciels de recherche, des choses comme ça. C'est vrai que je paye une inscription à l'université et je suis hébergée par une école d'architecture où je ne paye pas d'inscription. Pour moi, c'est un petit peu étrange, j'avoue, parce que je suis les 3/4 du temps ici et je préférais payer mon inscription ici. Donc techniquement, j'aurais une thèse universitaire, mais je n'ai pas eu de formation universitaire. C'est plutôt étrange, mais moi je prône quand même le fait que du coup on n'est pas universitaire en architecture et qu'on n'est pas forcément obligé de faire des thèses de 500 pages, qu'on peut faire des thèses un peu plus opérationnelles, des thèses qui parlent du milieu financier, qui ont des idées économiques, ce genre de choses. On peut le faire, on peut faire des thèses sur le projet, on a moins de cadres historiques, on a moins de pairs, donc on peut tester plus de choses. Méthodologie, on va en récupérer en sociaux, en histoire, on est au cœur des disciplines, donc c'est vrai qu'on a du coup plus de liberté, je pense, par rapport à d'autres doctorants qui sont sur des thématiques et des matières qui sont très anciennes. Après, c'est vrai que en France, l'architecture est devenue plus sciences humaines. Vous allez en Suisse, on est plus ingénierie, ou en Belgique. Donc c'est vrai qu'ici, la bibliothèque, je pense que vous avez très très peu de choses sur l'ingénierie. Ce qui pose un peu question aussi.
Est-ce qu'on ne devrait pas aussi être un peu plus entre deux, avoir un peu plus de praticiens HDR? Mais je pense que c'est très compliqué d'avoir une HDR, une agence enseignée. Ça demande beaucoup de temps. Et ça, je crois que vous le demandez après, il y a un problème de décharge de recherche, ce pourquoi il y a eu aussi des grèves il y a quelques temps. Tu t'es également investi au niveau national dans un groupe de travail qui œuvrait pour une plus grande part de doctorants au sein des agences d'architecture. Suite à quel constat ce groupe de travail a-t-il été créé et quelles actions ont été mises en place par le groupe de travail afin de répondre à ces missions et ces enjeux? Alors, j'ai plus été appelée par le ministère de la Culture sur ce sujet-là. Je pense que c'est beaucoup lié à l'article dans AMC, qui du coup a très bien fonctionné. Et aussi parce que j'avais une expérience en PME dans une agence un petit peu connue par le ministère de la Culture. On a eu une ou deux réunions avec des experts et c'est vrai que je pense qu'il y avait encore un manque de savoir sur beaucoup de choses qui se passent en CIFRE. C'est très récent, donc on a un manque de recul encore sur certaines pratiques et sur comment bien intégrer un doctorant en agence. Et le ministère a voulu justement, comme je disais tout à l'heure, que peut-être les PME ou les structures plus petites intègrent des doctorants, intègrent la recherche dans leur entreprise. Donc c'est passé par des choses très simples mais qui étaient nécessaires, des flyers, l'ordre qui me semble a aidé à diffuser des mails, des choses comme ça. Il me semble qu'il y a peut-être quelqu'un aussi qui a une espèce d'antenne peut-être téléphonique pour répondre aux questions. Enfin, voilà, c'est des choses assez simples mais je pense que c'est une première vague pour ne serait-ce que informer, je pense, les agences. Après, je pense qu'on pourra peut-être aller un petit peu plus loin, peut-être des retours d'expérience de doctorants, sur comment on a pu faire évoluer certaines choses en agence, sur quoi on a travaillé. Je pense qu'il y a un deuxième temps qui sera nécessaire, mais qui a besoin d'avoir un peu de recul. On est encore trop proche des premières CIFRE en entreprise. Je pense qu'il manque des interventions dans les écoles d'architecture, de doctorants qui expliquent ce qu'ils ont fait en CIFRE, comment ça marche, les petits tuyaux pour faire les choses correctement. Enfin, franchement, c'est un retour d'expérience pour les inscriptions. Il y a plein de petites choses à savoir. Et c'est vrai que moi, je suis beaucoup intervenue, notamment à Val-de-Seine. Dès qu'il y avait un étudiant qui voulait faire une CIFRE, on envoyait mon mail, je répondais. J'ai reçu à l'agence où je travaillais après la CIFRE, beaucoup d'étudiants par groupe. Je faisais une fois par mois, je me disais allez, je prends 3 étudiants et je leur réponds à leurs questions, les aide pour leur dossier. Mais c'est vrai que c'était bénévole. Et à un moment donné, je pense que dans le parcours recherche, peut-être que faire des vraies interventions là-dessus, sur comment trouver un financement, comment monter un dossier CIFRE, ça pourrait être pas mal. Donc ton engagement il est aussi pluriscalaire puisque tu t'es également investi au sein du conseil d'administration de l'école de Paris Val-de-Seine où tu es élu. Au sein des textes, il n'existe pas de collège doctorant dans les conseils d'administration. Comment as-tu pu entrer dans l'instance et quelles difficultés as-tu rencontrées pour ce faire? Et pourquoi t'engager aussi au sein de cet établissement Alors, déjà, pourquoi ici? C'est là où j'étais diplômée. Donc, c'est vrai que c'est une école que j'affectionne quand même particulièrement. L'élection au CA, ça a été un peu une épopée. C'est un peu mon directeur de laboratoire et de thèse aussi, Yankel Fijakov, qui m'a dit écoute Aurore, il y a un coup à jouer. C'est pas marqué, mais c'est pas marqué qu'on pouvait pas le faire non plus. Ça a été un peu compliqué au début, on n'était pas sûr qu'on puisse le faire et c'est vrai que je me suis mis en binôme avec un étudiant en master. Donc ça permettait d'être pas 2 doctorants, ce que je trouvais plus légitime aussi. Faut savoir qu'on était 5 pour 4 postes, donc il fallait quand même que j'arrive à me faire élire. Donc je suis passée un peu dans l'amphithéâtre pour expliquer l'importance et l'intérêt d'avoir un doctorant. On a un recul sur les études de quelques années, on a une première pratique professionnelle, on a une vision de la recherche. Moi j'enseigne ailleurs. J'ai choisi d'enseigner ailleurs aussi parce que je trouve que c'est étonnant d'avoir ces étudiants et d'être représentant étudiant. Donc j'enseigne à la Villette aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en CA, on peut avoir un poids plus important. Nos profs ne sont pas dans la salle et on a un peu cette triple casquette où on a un peu une vision sur tout. Et surtout, moi, ça fait 5 ou 6 ans que je suis ici. Donc je vois les choses qui ont évolué, ce qui n'ont pas évolué. J'ai connu l'ancien directeur.
Donc c'est extrêmement intéressant, mais je pense qu'il serait nécessaire qu'il y ait une place pour les doctorants, parce que c'est très dur de se faire élire. Il ne faut quand même pas le sous-estimer. Les étudiants ne savent parfois même pas qu'on existe, donc leur dire il faut voter pour un doctorant, c'est un petit peu compliqué. Donc je pense que dans les textes, il faudrait une place des doctorants au sein du CA, et pas juste en commission recherche, parce que oui, on est en commission recherche, ça me paraît normal. Et peut-être en CAVE, mais je pense qu'en CA, c'est extrêmement important. C'est là où se prennent les décisions. Les décisions sont les laboratoires. On prend des décisions pour nous et on ne peut pas être représenté. Donc, au même titre qu'il y a souvent des chercheurs enseignants qui sont élus au CA, il faut qu'il y ait des doctorants. Et plus loin, il faut qu'on puisse élire des enseignants qui ne sont pas titulaires. Et là, je vais être un peu plus directe. Les enseignants qui ne sont pas titulaires, souvent, ils sont relativement jeunes. Ils ont une notion de la complexité d'intégrer le marché du travail aujourd'hui. Ils n'ont pas leur agence depuis 20 ans. Ils pratiquent l'enseignement depuis peu de temps, parfois dans différentes écoles. Donc ils ont une vision très large. Et je pense qu'on ne doit pas réserver les instances aux gens titulaires. On doit les ouvrir. Quitte à faire comme nous, 2 ans au lieu de 4 ans. Comme ça, s'il reste moins longtemps, on peut inverser. Et une autre question obscure pour une grande partie des étudiants. Lors des mouvements des grèves que tu as évoqués tout à l'heure au sein des écoles d'architecture récemment, donc en hiver dernier, les doctorants et les enseignants-chercheurs ont particulièrement porté ce mouvement et ont émis beaucoup de revendications. Ils ont soulevé plusieurs problématiques, par exemple la question de la titularisation. Et à quelles difficultés font face les laboratoires, les doctorants et les enseignants-chercheurs actuellement? Je pense que les laboratoires, c'est un peu une lutte de tout instant. Que ce soit parfois physique, pour les locaux, on se bat. Tout à l'heure, vous irez voir, on a la chance d'avoir un bureau et doctorants. On est une des rares écoles qui a ça, mais c'est vrai qu'on se partage un bureau à 15-20. On tourne les bureaux, on fait un peu comme on peut, et on explique que c'est important de travailler ensemble. Nous, on se corrige des textes, je pense qu'on a aussi des bonnes thèses parce qu'on travaille ensemble, on échange sur nos sujets, on nourrit nos sujets entre disciplines. Et il y a très peu de laboratoires qui ont la chance d'avoir un espace comme ça, une bibliothèque comme ça aussi. Donc il y a une question de moyens. Il y a une question aussi, c'est que beaucoup de vos doctorants sont plutôt précaires. Ils sont vacataires dans les écoles d'architecture. En fonction des écoles, ils sont payés au compte-gouttes, parfois 6 mois après, parfois sans contrat de travail. Parfois, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va être payé. Mais on le fait parce que c'est passionnant, parce qu'on a besoin aussi un peu d'argent. Mais souvent, on prévoit de l'avoir 1 an après. C'est pareil à l'université. Ça, il ne faut pas se dire que c'est que des écoles d'architecture. Il y en a qui sont très réglo. Moi, je travaille à la Villette et tous les mois, j'ai ma fiche de paye. Donc voilà, c'est très variable. Donc il y a une grosse précarité de vos enseignants doctorants en général qui ont des financements de 3 ans et personne quasiment fait une thèse en 3 ans. Donc après, on travaille en agence, on trouve des petits jobs, on fait ça à droite, à gauche. On essaie d'avoir un petit peu le chômage si c'est possible. Donc voilà. Après, titulariser, c'est vrai que moi je le vois un petit peu comme le foot, quoi. Il y a 3000 personnes et il y aura un élu. Enfin, il y a un nombre de dossiers tellement énorme. Et là, maintenant, on passe par les qualifs. Donc, en fait, pour être titulaire, en gros, maintenant, vous passez des qualifications comme à l'université, qui sont valables 3 ans, il me semble. J'ai pas encore fait, donc je dirais peut-être une bêtise, qui durent 3 ans, qui vous donnent l'autorisation de candidater en école d'architecture. Là, l'école choisit ou pas de récupérer votre dossier. Si le dossier est reçu, vous pouvez potentiellement passer un oral. Et là, vous pouvez potentiellement avoir un poste. Donc voilà. Donc c'est compliqué. Et parfois, il y a des gens qui ont une thèse, qui ont une agence et qui n'ont pas la qualif. Et on ne sait pas trop pourquoi. Et qui enseignent depuis 10 ans, par contre. Donc on leur dit en gros qu'ils n'ont pas les compétences pour être enseignants, alors qu'ils le sont depuis 10 ans. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, être titulaire, c'est très compliqué. Moi, j'ai fait le choix de me dire que c'est pas forcément mon but. Pour le moment, la vacation, je trouve ça intéressant parce que je peux faire plein d'écoles différentes, mais je ne vis pas par l'enseignement. Et j'essaye de me dire que je compte pas trop dessus, c'est très triste, hein. Mais c'est la pratique qui me permet de vivre au quotidien. L'enseignement me permet plus des extras, ou de mettre un peu de côté, mais en doctorant, c'est compliqué d'en vivre. Après, vous avez des postes de CDD qui sont déjà un peu plus confort sur 1 an ou 2. Et il faut savoir que les vacataires, depuis 2 ans, on a le droit de faire maximum 48 heures
donc par heure, par école. C'était pour qu'on ne soit pas précaire, donc pour que les écoles n'abusent pas de ça. Sauf que le problème, on le devient un petit peu plus parce que du coup, on ne peut plus vraiment enseigner. Si on veut enseigner titulaire, il faut qu'on ait fait un maxi, je crois que c'est 120 heures. Enfin, on doit avoir un quota qu'on ne peut plus vraiment faire parce qu'il y a une loi qui est passée et qu'on doit faire moins de 48 heures. Et on se retrouve à faire des vacations dans les quatre coins de Paris ou d'aller dans d'autres villes pour pouvoir faire 48 heures là, 48 heures là, 48 heures là à la fac. Donc ça précarise moins, mais c'est plus compliqué pour avoir un poste de titulaire. Donc c'est vrai que on est quand même en bac+8. On sort avec des salaires qui sont pas fixes, on n'a pas de CDI généralement, donc on ne peut pas emprunter tout ça. Enfin, faut aimer quand on fait de la recherche, faut en vouloir, faut aimer. Donc c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, il y a un peu un ras-le-bol. On s'aligne à la fac sans s'aligner sur les heures de recherche qu'on pourrait avoir, sans s'aligner forcément sur les salaires. Donc voilà, il y a des pays où la recherche est beaucoup plus valorisée que la France. Et en architecture, je pense qu'elle ne l'est pas suffisamment aujourd'hui. Donc c'est un ras-le-bol général, je pense. Si tu devais nous partager un fait marquant dans ton parcours, lequel tu choisirais ? Alors du coup, j'en ai parlé au début, c'est le jour où j'ai appris que j'avais ma CIFRE. C'était pas signé, mais en fait, donc j'ai écrit, donc je travaille sur la réhabilitation des bâtiments d'après-guerre. Et en fait, quand j'ai fait mon mémoire recherche, donc je travaillais sur Le Corbusier, ce qui m'a manqué, c'est d'avoir l'architecte vivant. Et du coup, j'avais envie de travailler sur ces bâtiments-là, mais avec un architecte qui soit encore vivant. Il n'y en a pas énormément. Et du coup, j'ai découvert un peu à ce moment-là l'AUA, qui est l'atelier d'architecture. Sariani, Tribel, De Villers, ils ont formé une génération, beaucoup de vos profs en général. Et ils sont pour la majorité encore vivants, en pleine forme, et pour l'un d'entre eux encore en activité, qui s'appelle Paul Chemetov. J'avais envoyé beaucoup de courriers, mails, et lui, je m'étais dit, je vais lui envoyer une lettre manuscrite. Je ne sais pas trop pourquoi. Et la veille de Noël, il m'a appelé pour me dire qu'il avait bien aimé mon courrier et qu'il aimerait beaucoup qu'on se rencontre. Donc, d'ailleurs, vous le voyez, c'est le ministère des Finances juste derrière, quand même, Paul Chemetov. Donc, quand on sort de l'école d'architecture, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Et donc on s'est rencontrés, la première fois il n'était pas disponible, donc il m'a offert un livre, l'agence est juste derrière. Après on s'est revus, j'ai été intégrée à l'agence au début pour un stage, après un CDD. J'ai fait l'exposition à la Cité d'Architecture sur l'AUA, et je vois le livre qui est juste derrière. Et après on a embrayé sur 3 ans de CIFRE. Ce qui était compliqué pour l'agence, c'est de s'engager sur 3 ans. C'est peut-être ce qui est le plus compliqué pour les agences. Mais donc voilà, c'était plutôt une bonne nouvelle, cette petite lettre, comme quoi parfois il faut revenir un peu à la main. Après, la CIFRE, ça a été une très belle expérience. J'ai appris dans une belle agence, mais c'est pas toujours rose, ça il faut le savoir. Paul Chemetov est quelqu'un de très exigeant. Et affilier la recherche à ça a été plutôt complexe, mais ça me permet d'avoir un sujet de recherche extrêmement nourri. J'ai eu accès à des archives que personne n'a jamais vraiment eu accès, et il y a une mémoire au quotidien, il a beaucoup de mémoire. Donc voilà, j'espère que ma thèse que je suis en train de rédiger, normalement en train d'essayer de finir, sera à l'image de cette expérience. Et une dernière petite chose, est-ce que tu aurais un conseil en direction des étudiants qui regardent cette vidéo ? Pas sous-estimer. J'ai encore lu des commentaires sur des gens qui sortaient de l'école et qui acceptaient des salaires à 1 300 €. Si vous faites de la recherche, si vous sortez de l'école, il ne faut pas vous sous-estimer. Vous êtes diplômé, c'est 5 ans d'études, c'est pas rien. Donc voilà, et surtout continuer à se former pendant toute sa vie, je dirais. Vous pouvez, après le diplôme, en avoir marre des études, travailler, faire votre HMO 3 ans après, faire un post-master, vouloir faire du patrimoine, de l'urba. Je pense qu'il faut continuer à se former et vous allez monter en compétences comme ça. Et je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé et pour nous avoir partagé ton parcours. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une semaine sous le signe de l'insertion professionnelle en compagnie de Patricia Schaeffer, la fondatrice du Réseau Papier.